Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. La guerre. 1. Tu es né avec la mort. Tu as grandi avec la mort. Tu as fini par l'apprivoiser et même la défier. Tu as compris comment la dompter. Avec le temps, elle est devenue une complice de tous les instants. Elle était là à t'attendre, jusqu'à l'endroit de ta naissance. À te narguer alors que tu venais juste d'émerger de la matrice maternelle, écartant les parois de ta descente dans le col utérin. Tu es venu au monde à Paris sur la rue d'Arcole, à 2 pas du pont d'Arcole, petit pont métallique qui relie l'ancienne place de Grève à l'île de la Cité, célébrant la victoire de Napoléon Bonaparte. On oublie trop souvent de décrire les carnages et l'horreur des guerres, le cri retentissant d'un soldat déchiqueté par les balles, l'effroi d'un homme terrassé par l'imminence d'une mort certaine, préférant célébrer les victoires éphémères de ceux qui ont fait l'histoire plutôt que de parler de ces milliers d'innocents dont l'agonie atroce nous laisse presque mutiques, dans un état de quasi-hébétude. Tous ces innocents sacrifiés sont cristallisés dans la mémoire collective, jusqu'au tréfonds de l'inconscient. Banalité de l'horreur. Banalité du mal. Pourtant leurs cris déchirants hantent tes nuits et percent tes tympans de survivants. Revenons à ton histoire. Arcole, petit bourg d'Italie, province de Vérone, 4700 habitants. Un autre champ de bataille. Un autre massacre. Au vu de cette mémoire collective, tu ne comptes plus. Tu regardes les montagnes ou monticules d'ossements de poussières humaines recouvrir les plaines de ton cerveau. L'histoire, une répétition macabre qui donne parfois la nausée. Pour être un peu plus précis, disons historique, le 15 novembre 1796 signe la victoire de Bonaparte sur les Autrichiens. 2 jours d'intenses combats sur les rives du fleuve l'Alpone, affluent de l'Adige, en Italie. La guerre oppose 19 000 hommes de l'armée française aux 24 000 hommes de l'armée autrichienne, commandée par le général Alvinci. À l'issue de cuisantes défaites, Bonaparte prend l'armée ennemie en tenaille, ce qui lui permet de l'anéantir. C'est ce que l'histoire a raconté. Tu as évoqué l'histoire de la bataille du pont d'Arcole, parce que tu ne crois pas au hasard. L'Italie, un pays, une terre qui te reviendra, tu ne le sais pas encore. Tu aurais préféré ne jamais le savoir, être né ailleurs, dans un autre temps ou peut-être sur une autre planète, que sais-je. Sioran a intitulé un de ses livres les plus célèbres, « De l'inconvénient d'être né ». Tu partages ce point de vue. Tu es né 140 ans après la victoire de Bonaparte sur les Autrichiens. Tu as poussé ton premier cri d'être humain vivant devant le sieur Antoine Lejoux, fonctionnaire de la ville de Paris, le 9 décembre 1937. Ce jour-là, à 6h55 précisément, frappant à la porte de la naissance, la peur au ventre, tu écartes de toutes tes forces les parois glissantes qui te mènent vers la vie. Tu libères ta mère de son calvaire. Tu entres dans le tien qui ne fait que commencer. Tu savais déjà que la mort rôdait à ta porte. Même en gestation, logé dans le ventre de ta mère, tu t'étais préparé au pire. Lors de la grossesse, ta mère t'a fait partager ses angoisses, ses peurs, ses peines, son sourire et ses joies. Elle a porté avec toi le fardeau d'être né différent. Elle et toi, vous étiez considérés comme des étrangers. Déjà, dans le ventre de ma mère à 5 mois, j'ai participé à la colère des ouvriers qui défilaient dans Paris, brandissant leurs étendards et revendiquant leurs droits aux congés payés et à l'assurance chômage. C'est dans le ventre de ma mère que j'ai appris à monter aux barricades et à recevoir quolibets et insultes. Ma mère avait déjà accouché 2 fois, j'étais l'avant-dernier. Elle a eu en tout 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Mes parents avaient loué un appartement assez exigu pour 6 personnes mais malgré tout, toute la famille vivait paisiblement, avec le sentiment d'être satisfaite de son sort, parce que l'appartement était situé dans un magnifique quartier central. C'était le quartier juif de Paris, qu'on appelle communément le Marais. Il était considéré par les historiens comme étant l'arrondissement culturel du Vieux Paris. Ce quartier était autrefois un jardin maraîcher. Il a fallu attendre Henri IV et Louis XIII pour le construire. Voisin de l'église Saint-Gervais, situé à quelques pas de l'hôtel de ville, notre appartement n'offrait que des avantages et le bonheur était au rendez-vous. Je me souviens de ces promenades que je faisais avec mes frères et sœurs le long des quais de Seine ou dans le quartier de la Bastille, de ces mères de famille flânant en toute quiétude,
par beau temps dans un parc du quartier, s'asseyant sur un banc pour donner la tétée à leurs enfants. Les plus vieux fréquentaient l'école et les plus jeunes restaient collés aux jupes de leur mère, jouant de temps à autre au ballon ou dans les bacs à sable avec d'autres bambins. Mon père faisait vivre la famille. Il travaillait comme ajusteur mécanicien dans une compagnie d'aviation. Il était arrivé à Paris en provenance d'Odessa à l'âge de 15 ans, accompagné de ses parents ainsi que de son frère et de ses sœurs. D'origine russe et de religion juive, il avait quitté la Russie en 1895 pour venir s'établir en France. Pour ce faire, il avait dû traverser les plaines de la Pologne et de l'Allemagne, croyant trouver en France, terre d'accueil des étrangers, connue pour être la patrie des droits de l'homme, un petit coin de paradis. La première petite communauté juive arrivant à Paris se constitua sur l'île de la Cité et se concentra autour de la rue des Rosiers. Progressivement, la capitale devint une ville de prédilection et des vagues d'émigration massive provenant d'Europe centrale et orientale déferlèrent en France. C'est ainsi qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive parisienne regroupait environ 250 000 personnes qui avaient élu domicile principalement sur la rive droite, traditionnellement ouvrière et commerçante. Ma mère, native de Pologne et de religion juive aussi, avait grandi dans une ferme. Ses parents étaient éleveurs de chevaux de course. Très jeune, ma mère fut contrainte de quitter sa famille pour venir s'installer à Paris. Elle était la maîtresse de maison. Couturière, elle travaillait à domicile pour confectionner des vêtements à ses enfants. Pour arrondir les fins de mois, elle prenait quelques commandes supplémentaires de couture et veillait avant toute chose à notre bonheur. Mon oncle Robert portait le même nom que moi. Il est mort à la guerre de 1914 à 1918, sur un champ de bataille, dans le nord de la France. Mes parents étaient des gens honnêtes qui travaillaient dur pour éduquer leurs enfants et les faire vivre décemment. Immigrés, ils avaient finalement obtenu leur nationalité française et c'est comme citoyens français qu'ils nous éduquèrent, avec un respect scrupuleux des normes et de la laïcité française. La famille Weinstein se sentait intégrée, elle se sentait chez elle. Malheureusement, l'hospitalité française ne dura pas longtemps. Je me souviens des premières moqueries dont je suis l'objet, de ce terrible regard qui s'abat sur moi, presque du jour au lendemain, alors que j'ai passé mes premières années dans les bras de ma mère, jouant dans un jardin public avec d'autres enfants dans l'insouciance la plus totale. Je ne comprenais pas la haine subite qui se déchaînait contre ma mère et le reste de ma famille. Cette hostilité grandissante des Français à mon égard, pourquoi soudainement, nous étions devenus des étrangers. Entre 1940 et 1942, les mesures à l'encontre des Juifs se généralisent et très rapidement, les interdictions dans les parcs publics, les propagandes anti-juives dans les métros se multiplient. Dès octobre 1940, la notion de race juive est officiellement instituée. Les naturalisations sont révisées, et certains, sans comprendre pourquoi, en sont arbitrairement privés. Nous sommes inscrits dans le fameux fichier TULAR et toutes les autorités françaises ont désormais notre adresse. Le but étant de ficher toute la population française et de la discriminer à partir de critères ethniques définis par le régime de Vichy. Le fichier TULAR est transmis directement au service 4J de la Gestapo, en charge de la dite question juive. À compter de juin 1942, Vichy nous interdit même de fréquenter les espaces publics et on ne se gêne plus de nous traiter ouvertement de sales youpins. Pour la première fois, je vis ma mère verser des larmes. L'insulte m'avait touché droit au cœur, et c'est d'une voix douce qu'elle me répondit « Tout ça parce que nous sommes juifs ». N'étant pas en âge de comprendre ce genre d'insulte, je n'eus pas d'émotion, parce que déjà à 5 mois, dans le ventre de ma mère, j'avais entendu frapper ses quolibets et injures. Je me sentais dans l'obligation de me montrer fort, en mission de protéger ma mère et de la réconforter quoi qu'il arrive. Malheureusement, le mal ne faisait que commencer. Il se répandait vite, avec une contagion progressive d'une efficacité redoutable. Pris dans les filets d'une administration tout entière complice d'une gigantesque opération d'extermination, nous voilà traqués comme des bêtes alors que nous sommes de bons citoyens qui agissons dans le plus grand respect des lois françaises. L'antisémitisme français catholique était bien vivant, et n'attendait que l'ardeur maléfique d'un régime tout entier corrompu pour allumer ses braises. Après les injures antisémites, les avis d'interdiction se propagent à une vitesse vertigineuse.
interdiction d'aller au cinéma, dans certains magasins, dans les salles de spectacle, dans les transports en commun, obligation de monter dans le dernier wagon, interdiction de rendre visite aux malades dans les hôpitaux, de leur apporter de la nourriture. En quelques années, nous étions devenus les champions de l'interdiction. Octobre 1940, en France, c'est donc le démarrage officiel du recensement général à la préfecture de police qui se fait dans une consternation silencieuse laissant présager le pire. Personne ne comprend véritablement les tenants et les aboutissants de cette opération. Les décrets s'enchaînent dans une précipitation démesurée et en quelques jours, les lois françaises nous excluent de l'administration publique, de professions comme entre autres le métier de chef d'entreprise. La loi française du 3 octobre 1940 est certainement la plus radicale et ses retombées sont désastreuses. Elle nous interdit la possibilité de travailler à la fonction publique et d'exercer toute profession pouvant influencer l'opinion par le moyen de la presse, de la radio et du cinéma. Cette rage d'interdire s'appliquait également aux musiciens juifs, à qui on imposait désormais de demander l'autorisation au gouvernement de Vichy pour donner un récital. Quant aux écrivains juifs, ils n'étaient pas traités comme les autres, ils étaient sous haute surveillance et les Allemands avaient exigé, dès 1940, qu'ils montrent un certificat de non-appartenance à la race juive, à l'entrée du salon d'automne du livre de Francfort. Avec de telles sanctions, nous étions de plus en plus privés de liberté, serviles, fichés comme des numéros, et bientôt réduits à l'état de mendiants, dans l'impossibilité de fuir ou de nous cacher. De quoi nous discréditer totalement, de faire de nous des êtres inutiles et parasitaires qu'il ne serait guère difficile de faire disparaître. Il ne restait plus qu'un petit pas à franchir pour atteindre cette fois le seuil de l'humiliation avec les premiers internements et les grandes rafles de juillet 1942. Les lois régissant notre statut en France venaient directement des lois et des ordonnances nazies. Il n'y avait donc aucune différence entre les nazis et les pétainistes. C'étaient exactement les mêmes, à la différence près que l'Allemagne à cette époque était franchement anti-juive alors que Vichy l'était tout autant, mais de façon plus sournoise. Pour bien nous reconnaître, on nous avait forcés à coudre les toiles de David sur le haut de nos vêtements. La police française en faisait la vérification en soulevant notre veste d'un geste brutal, dès qu'elle en avait l'occasion. Il y eut aussi la marque au fer rouge de la lettre J, J comme juif, sur notre front. Comment ne pas nous reconnaître avec cette lettre inscrite de manière ostentatoire? Le port de l'insigne, comme il disait, un insigne, qu'est-ce que c'est pour un enfant de 6 ans? Le port de l'étoile est devenu obligatoire en France, sous le régime de Vichy, à partir du 7 juin 1942 pour tout juif ayant atteint l'âge de 6 ans. Pendant toute cette période néfaste de restrictions et d'interdictions, il n'y eut presque pas d'Allemands à Paris. Les collabos déguisés en policiers faisaient régner leurs lois arbitraires dans le quartier du 4e arrondissement. Parmi eux, on pouvait deviner la présence de quelques membres de la Gestapo habillés en civil. Ceux-là, nous pouvions les reconnaître facilement à leurs chapeaux noirs et à leurs vestes de cuir. Dès qu'ils étaient dans les parages, nous nous sentions perdus, comme des proies qui allaient bientôt être capturées. Nous avancions droit devant nous, le souffle coupé, sans regarder derrière, sans ciller des yeux, le regard fixe qui défie la peur, l'effroi au ventre. La mort était à nos trousses. Les ordres venaient de la Gestapo, et le régime de Vichy les exécutait avec une obsession maniaque, faisant fi de toutes les lois relatives au respect élémentaire des êtres humains. Pour le pouvoir politique pro-allemand, nous étions devenus des hors-la-loi, des clandestins, des éléments indésirables, sans terre qu'il fallait impérativement chasser. Les policiers français démontraient à notre égard une nervosité grandissante et commençaient à s'impatienter. Ils ne pouvaient plus nous garder en otage comme cela, si longtemps. Ce harcèlement commençait à faire effet sur la population juive de Paris, qui se sentait prise au piège. Nous sentions dans l'air que notre fin approchait. 2. Le soir, avant de me coucher, j'avais l'habitude de voir mon père rentrer à la maison après le travail. Il se faisait une joie d'être parmi nous et de nous raconter une petite histoire en russe, avant de nous embrasser et de nous border. Il nous aimait et nous nous sentions protégés. Ce soir-là, je n'ai pas vu mon père. La police française avait bouclé le quartier, et nous étions barricadés. Personne ne pouvait désormais entrer ou sortir. Ma mère était restée seule avec ses 4 enfants en bas âge.
Je ne revis jamais plus mon père. Il avait disparu à tout jamais. Après tant de mois d'humiliation et de torture morale, la police française avait décidé de frapper un grand coup. Au départ, la rafle avait été prévue pour le 13 juillet ou le 14 juillet. Les collabos avaient évité d'ordonner la rafle pour le 14 juillet, redoutant une réaction de la population civile en raison de la fête nationale. Elle eut donc lieu le lendemain soir, dans la nuit précisément. Elle s'appelait Vent printanier, la grande rafle de la mort. Celle qui allait tout emporter et me laisser seule, sans famille, sans abri, sans terre, telle une ombre errant dans les rues. Je n'avais que 5 ans. Ça y est, la mort ne rôdait plus autour de moi, elle était là, juste devant moi, pointant sa face comme un fusil braqué. Vent printanier est le nom de code que les autorités d'occupation avaient donné à cette gigantesque opération d'épuration. Le 16 juillet 1942, pendant la nuit, des milliers de policiers français jaillirent de partout et nous sommèrent de décamper de nos appartements. Des milliers de portes s'ouvrirent d'un coup, dans la fureur d'un enlèvement spectaculaire. Ils avaient choisi cette heure matinale, sachant très bien qu'à cette heure tout le monde dormait. En quelques secondes, ils firent leur apparition, prirent d'assaut tous les étages et en un tour de main, toutes les serrures de portes furent défoncées à coups de crosse de fusil. Les policiers frappèrent comme des forcenés devant mes yeux hagards, devant le regard de ma mère effondrée qui implorait la clémence et un bon traitement. On nous répondait que tout se passerait bien, que nous serions internés dans des camps jusqu'à la fin de la guerre et que finalement, nous retrouverions notre appartement quand tout serait fini. Vers 4 heures du matin, quand je vis ces policiers surgir dans notre appartement, ce fut l'effet de surprise totale. Ils avaient pris soin de couper le courant électrique, avant de commettre leurs méfaits. C'était un réveil brutal. J'étais encore plongé dans de profondes rêveries, quand les yeux du mal vinrent m'arracher à tout jamais à mon innocence. Les policiers découvrirent des logements dans un état de délabrement avancé. Pour la plupart, nous arrivions de Pologne, de Tchécoslovaquie, d'Autriche, de Russie, et nous vivions depuis quelques années sous le joug des autorités de Vichy, avec les contraintes les plus abominables qui nous privaient de toute possibilité de prospérité et d'épanouissement individuel. C'est à peine réveillé que je distinguai 2 policiers, fusil au poing, nous mettant en joue et pointant leurs fusils vers nous. Tout en braquant leurs armes, ils nous firent signe de partir de l'appartement le plus vite possible en nous faisant sentir que nous étions devenus indésirables pour la nation française. Des cris de mort fusèrent de partout dans l'immeuble de 4 étages. Pris de panique, nous entendions les enfants pleurer de peur, des femmes hurler à la mort et des hommes gémir de souffrance. Quelques coups de feu ici et là tirés à bout portant sur des hommes récalcitrants qui refusaient de sortir de force, suivis de quolibets et injures. Ce 16 juillet 1942, tenu en joue par des policiers, ma mère comprit que nous étions en état d'arrestation. Nous étions seulement coupables d'être juifs. Assis au pied de mon lit, je commençais à m'habiller lentement, le dos courbé par la peine et par la misère. Voyant mes gestes malhabiles et nerveux, ma mère s'approcha de moi, m'embrassa longuement, les larmes aux yeux. C'est comme cela qu'elle embrassa également le reste de la famille. Dans ce geste d'amour, j'ai senti la détresse d'une mère de famille qui peut-être m'avait serré dans ses bras et embrassé pour la dernière fois. Pendant les adieux touchants de ma mère, les policiers français étaient restés dans l'appartement. Nous devions sortir sur le champ sous peine d'être fusillés. C'était pourtant chez moi. Je ne comprenais pas. Mais quand un inspecteur de police en civil s'approcha de moi et me tira du lit, je compris dans ses yeux toute la haine qu'il avait pour moi et les miens. Il prit un couteau, et se mit à couper et défoncer tous les matelas à la recherche d'argent ou de bijoux cachés dans leurs crins. Avant de quitter l'appartement, les autres policiers en uniforme avaient pris le temps de tout casser et de voler certains objets de valeur qui nous appartenaient. C'était peut-être la récompense qu'Hitler leur avait promise, en échange de leur service et de leur subordination. Après le passage des polices françaises, l'appartement ressemblait à une soue à cochon. Ayant défoncé les portes pour y pénétrer, ils prirent soin de les reclouer et d'y apposer les scellés. L'histoire de mes souvenirs ressemblait à un immense tombeau qu'on venait de refermer. C'est sous le joug de menaces que ma mère descendit les 3 étages, alors qu'elle était enceinte d'un 5e enfant. L'enfant que j'étais avait dû descendre l'escalier, une mitraillette dans le dos.
C'est ainsi que j'avais rejoint dans la rue, le flot des prisonniers. Que craignait ce policier? À 5,5 ans, je n'étais pas assez dangereux pour lui, mais j'étais le bienvenu dans le monde des ordures. Le matin du 16 juillet 1942, les autobus, ces familiers autobus parisiens, font le va-et-vient entre les rues peuplées de juifs et les commissariats de police. Certains n'ont pas droit à l'autobus. Ils se traînent dans les rues chargés de valises, paraissant désemparés comme des hommes et des femmes qu'on envoyait vers l'inconnu. Certaines femmes ont placé dans des poussettes, avec leurs enfants, de la literie, des vivres, des vêtements chauds et même de la vaisselle. Elles ne savent pas où elles vont, mais elles ont prévu dignement, quelle que soit leur destination, de la nourriture pour leurs enfants qui auront faim. Les poussettes remplies de provisions brinque-balles dans les rues, tel un manège qui déraille. À l'intérieur des commissariats et des mairies, nous n'étions restés que quelques heures, le temps de vérification et d'interrogation sommaire. Les nazis avaient décidé que les familles avec enfants seraient enfermées au vélodrome d'hiver. Dehors, les autobus qui étaient rangés en file indienne m'attendaient, ainsi que le reste de ma famille. Il y en avait tellement, garés le long de l'église Saint-Gervais, que la file aurait pu s'étendre jusqu'à l'hôtel de ville. Tous les chauffeurs de camions étaient des policiers français. Nous devions monter dans les engins à la vitesse de l'éclair sous peine de nous faire matraquer, pour peu que nous eussions été un peu lents ou distraits. Chacun de nous montait à l'intérieur des véhicules avec un petit baluchon, contenant le strict minimum. Dans la hâte et la détresse, ma mère n'avait pas eu le temps de remplir nos baluchons. Pour les polices françaises, il fallait faire vite, le temps étant compté. Il fallait remplir le plus possible les camions de la déportation. En 2 jours, ce fut la ronde infernale des camions débarquant leurs poubelles de chair humaine au vélodrome d'hiver, sans égard ni pitié pour les femmes, les vieillards et les enfants. Une chose était certaine, nous ne reviendrions plus jamais chez nous. Ils avaient mis les scellés sur les portes de nos appartements. Plus personne n'avait le droit d'y retourner. Une odeur de mort infiltrait les moindres particules d'air à l'intérieur de l'autobus. Nous étions tous allongés pêle-mêle, les uns sur les autres. Je m'étais retrouvé sur le cadavre d'un vieillard qui avait décidé que la honte s'arrêtait là. J'étais couché sur lui, et personne dans le convoi ne semblait remarquer qu'il était mort. Il avait encore les yeux ouverts, et il semblait me sourire. Le trajet me parut une éternité, alors qu'il ne dura que 20 minutes. L'arme au poing, les forces policières françaises entourèrent l'autobus. Quelques policiers se mirent à ouvrir la porte arrière, alors que d'autres nous tenaient en joue à la pointe de leurs fusils. Ils nous firent signe de quitter le camion au plus vite. Les femmes descendaient, serrant dans leurs bras leurs enfants en bas âge. Sans la moindre douceur, les forces policières sommèrent les mères de famille de nous hâter. Nous étions accompagnés de nos pères, de nos mères ou des membres de nos familles respectives. Moi j'étais seule. À 5 ans, je savais déjà que je ne pourrais compter que sur moi-même. J'avais perdu la trace de ma mère et du reste de ma famille. Je n'avais pas fait le voyage avec eux, parce qu'on m'avait jeté dans le camion sans que j'eusse eu le temps de suivre les traces de ma famille. Je n'avais apporté avec moi ni baluchon, ni vêtements de rechange. J'étais très peu vêtue. Avant de quitter l'autobus, je me retournai une dernière fois pour regarder le vieillard moribond. Il dormait encore paisiblement, les yeux ouverts. Je crus un instant reconnaître mon père. Je me mis à verser quelques larmes de détresse, pressentant que je le ne reverrais plus. Un monsieur me prit par la main et m'aida à descendre les marches de l'autobus. Gentiment, il m'accompagna jusqu'au vélodrome d'hiver, la première porte de l'enfer. Il m'avait dit qu'il y en avait d'autres. Oui, il y en avait d'autres portes, d'autres marches, de longues marches vers la mort, et toutes ne menaient qu'à l'amplification progressive, démesurée et jamais vue au cours de l'histoire de notre destruction totale. Après un court instant d'égarement, je finis par retrouver ma mère, mes frères et sœurs. Tellement heureuse d'être à nouveau avec moi, ma mère me serra contre elle et je sentis sa chaleur m'entourer. Mais le cadavre dans le véhicule venait encore me hanter, et je faisais maintenant partie des 7000 personnes destinées à attendre dans l'antichambre de la mort. Les 16 au 17 juillet 1942, 12 000 personnes ont transité par le vélodrome d'hiver, 5 000 personnes sont parties directement vers la mort. D'après les archives des nazis, 3 031 femmes, 5 802 hommes et 4 051 enfants furent arrêtés,
4 992 d'entre eux furent internés au camp de Drancy et les autres furent cloîtrés dans l'enceinte du Vélodrome d'hiver. 3. Dans l'après-midi du 16 juillet, une foule d'hommes et de femmes était arrivée au Vélodrome d'hiver dans un état de désarroi total. Des va-et-vient permanents s'étaient conjugués à l'agitation collective et à la consternation généralisée. Les femmes, les hommes, les enfants étaient déversés, bagages en cascade, sur le trottoir de la rue Nélaton, avant d'être poussés vers un couloir obscur qui menait à la vaste enceinte du Vélodrome d'hiver. Les premiers arrivants occupèrent la pelouse. Le Vélodrome d'hiver de Paris fut construit en 1909 et détruit en 1959. On l'appelait familièrement le Veldiv. Il fut érigé pour accueillir, au début du XXe siècle, des compétitions cyclistes prisées par la population ouvrière de l'Île-de-France. Ces gradins de briques et de béton solidement échafaudés pouvaient accueillir jusqu'à 17 000 spectateurs, qui avaient le loisir d'observer les coureurs parcourant une piste de 250 mètres de long autour d'une vaste pelouse centrale. La salle était éclairée par une immense verrière zénithale et plus de 1000 ampoules. Le Veldiv connut son heure de gloire dans l'entre-deux-guerres et fut le théâtre de performances cyclistes mémorables. Progressivement, après la pelouse, ce fut au tour des gradins de se garnir. Les gens étaient entassés comme des animaux. Les gradins étaient faits pour s'asseoir et non pour camper. Sous l'immense verrière centrale, s'étaient rassemblés en quelques heures des milliers d'enfants et de femmes désœuvrés qui végétaient dans une chaleur insupportable. La promiscuité était telle qu'elle n'épargnait personne. À l'horreur d'être privé de confort, s'ajoutait celle d'être privé de ravitaillement. Il n'y avait presque pas de nourriture pendant les 2 premiers jours. Le 3e jour, des personnes bien intentionnées nous ont distribué un peu de pain et un petit bol de bouillon, avec une louche de lait, 2 tartines. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.